Bonjour, en l'absence de Madame Elvira Blattico, donc je suis obligé de présider cette séance qui est intitulée Les traditions monodiques modales, leur perception, leur transmission et la société d'aujourd'hui. Cette séance va commencer avec une communication de Mme Fariel Bouhadiba de l'Université de Tunis. Bouhadiba est musicologue, enseignante à l'Institut supérieur de musique de Tunis et à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, membre du laboratoire de recherche en culture, nouvelles technologies et développement de l'Université de Tunis. Elle est également chercheure associée au Centre de recherche sur les traditions musicales à l'Université Antony. Elle est responsable de la recherche de l'édition dans l'association Concept et Questions d'avenir en Tunisie. Vous allez présenter donc une communication qui est intitulée Pensée matricielle générative et réservoir culturel méditerranéen, un enseignement musical pour un enjeu social. Voilà, la parole est à vous. Merci Nida. Donc, effectivement, pensée matricielle générative et réservoir culturel méditerranéen, un enseignement musical pour un enjeu social. La musique nourrit l'âme et l'esprit. Elle est le réceptacle du ressenti individuel et du vécu collectif et engage à ce titre l'ensemble des potentialités culturelles d'une société de par sa capacité à être le vecteur immatériel d'une contenance culturelle marquée par la stratification générationnelle et par l'apport ainsi que la mouvance du présent. Compagnon fidèle, elle accompagne les sociétés dans leurs différentes manifestations du partage social et constitue à la fois l'élément de prédilection d'une jonction entre l'intimité constructive de l'individu et la nécessaire collaboration du groupe dans la construction sociale. Cette jonction implique une capacité d'impact de la musique sur la psychologie individuelle et collective. De nombreuses recherches à ce titre ont démontré l'impact de la musique sur la psychologie comportementale et sur la psychologie sociale. Les études menées en neurosciences cognitives de la musique concernant les capacités de perception musicale et de discrimination sonore chez le nourrisson ont constitué un maillon nécessaire à la démonstration du rôle de la musique dans le développement humain et dans la communication sociale. Les perceptions auditives prénatales et l'impact des musiques entendues par la mère durant la période de grossesse, les capacités de reconnaissance de mélodies et le ressenti préférentiel induit chez les nourrissons à l'écoute de musique entendue durant la vie intra-utérine, la discrimination des hauteurs et les capacités de repérage de modifications mélodiques dans des sections musicales préalablement entendues, le ressenti émotionnel induit par l'écoute de séquences musicales chez le nourrisson, etc., sont autant de démonstrations du développement précoce des compétences musicales de l'humain. Cette caractéristique de l'humain, conjuguée à sa détermination d'être social, marque le rôle fondamental de la musique dans la communication sociale et son développement précoce. Comme l'a exprimé Emmanuel Vigan, et je cite, « L'être humain est musical, et ceci plusieurs mois même avant sa naissance. Les capacités des nouveau-nés pour la musique sont très sophistiquées, et l'on voit mal pourquoi il pourrait en être ainsi si cela ne répondait pas à une fonction psychologique importante. Or, l'une des caractéristiques du bébé humain est de venir au monde dans un fort état d'immaturité. La prise en charge émotionnelle du bébé humain est donc un enjeu d'adaptation plus important encore que pour les autres espèces. La musique présente de nombreux avantages pour contribuer à cette prise en charge. Elle permet de réguler l'état émotionnel du nourrisson en l'informant sur l'état émotionnel de son environnement social immédiat. » Fin de citation. La relation qu'entretient l'être humain avec la musique commence donc très tôt et son influence demeure présente tout au long de son existence. Partant de cette importance de la musique sur le plan développemental, de sa valeur communicationnelle et de la centralité de sa présence dans la vie sociale, il y a lieu de se questionner quant à l'impact de la musique au-delà de sa dimension sonore. En d'autres termes, la transmission musicale ne relève-t-elle que de l'ordre du sonore? Il est bien évident que non. Quelle catégorie de contenance la musique peut-elle englober donc et transmettre? Quel apport des spécificités culturelles en la matière et que transmettent dans ce cas les musiques monodiques modales? Nous aborderons à ce titre la spécificité des musiques monodiques modales sous l'angle de la spécificité d'une pensée matricielle générative. Les musiques monodiques modales portent un ensemble de modules et de schèmes véhiculant une spécificité culturelle construite à travers les siècles par un processus de sauvegarde et d'adjonction. La sauvegarde relève d'une continuité de transmission de patterns culturels. À celle-ci se greffe nécessairement, dans tout acte créatif,
une subjectivité incluant l'empreinte individuelle dans l'empreinte plurielle. La composition et l'improvisation musicale dans les musiques monodiques modales relèvent ainsi d'un processus d'actualisation de matrices, cette pensée matricielle générative permettant la diversité formulaire et l'intégration à la fois du vécu collectif dans le vécu individuel et du vécu individuel dans le vécu collectif. De par cette imbrication des vécus, il y a lieu de se questionner quant à ce que véhicule cette pensée au-delà de la dimension esthétique du musical. La pensée matricielle générative implique deux notions majeures, celle de matrice et du module, celle de la matrice et du module, portant ce que nous nommerons une territorialité affective et spirituelle, et celle d'un processus génératif permettant une actualisation créative. Définie en tant que contenance culturelle, la matrice représente en effet une territorialité immatérielle portant le condensé affectif et spirituel d'un parcours civilisationnel, s'actualisant et se régénérant dans la différenciation à travers la création compositionnelle et interprétative. Par la présence de cette territorialité affective et spirituelle, l'actualisation active de schèmes culturels à travers l'actualisation des schèmes musicaux et des patterns culturels met en jeu 4 niveaux d'implication psychocognitive et psychosociale, que nous nommerons respectivement le premier niveau d'action musicale, le deuxième niveau de spécificité individuelle et de force sociale ou niveau d'impact social, le troisième niveau d'empreinte civilisationnelle et enfin le quatrième niveau d'enrichissement transfrontalier et de complémentarité universelle. Le premier niveau d'action musicale se situe sur le plan de la nécessaire présence d'un apport individuel, vecteur d'une actualisation différenciée au sein de la continuité stylistique et de l'interprétation modale. Si la composition musicale porte l'évidence d'une incontournable présence de l'empreinte individuelle, quel que soit le degré de conformité à un langage musical, à un genre ou à une stylistique donnée, l'interprétation hétérophonique consacre à ce titre la valeur de l'adjonction différentielle dans le cadre même d'une actualisation du répertoire traditionnel. L'esthétique de l'œuvre apparaît dès lors comme étant la résultante d'une superposition de variations relevant du ressenti individuel de chaque membre de la formation musicale, et ce sur la base d'une trame partagée, d'un postulat musical de départ que constitue l'œuvre interprétée. L'impact sous-jacent de ce premier niveau d'action musicale relève de l'ordre d'une consécration de l'apport individuel différencié pour une réalisation de l'œuvre collective. De la conjugaison des variations mélodico-rythmiques apportées par le musicien naît la réalité de l'œuvre en tant que présence socialement actualisée d'une tradition. Esthétiquement formulée, elle engage sur le plan socio-cognitif le développement d'une compétence plaçant la créativité individuelle en tant que source d'existence d'une œuvre commune. De ce premier niveau d'action musicale découle dès lors le deuxième niveau d'impact social à travers lequel la valeur sociale véhiculée réside en une valorisation de la spécificité individuelle en tant que vecteur de complémentarité sociale. La mise en exergue des valeurs véhiculées par l'interprétation hétérophonique rejoint ici les nombreuses expériences et ont démontré le rôle que peut jouer l'exercice et l'écoute de la musique en matière de psychologie comportementale. Celles relatives à l'insertion sociale, aux stratégies adoptées face aux situations d'échec scolaire ou encore celles du développement du rendement en milieu professionnel, etc. Le troisième niveau d'implication psychocognitive et psychosociale de la pensée matricielle générative est celui de l'empreinte civilisationnelle. Basée sur l'actualisation différenciée d'un ensemble de matrices ancestrales ayant forgé la spécificité culturelle du langage modal, son impact civilisationnel consacre la conjugaison du singulier et du pluriel en tant que fondement d'une valeur centrale qu'est celle de la diversité de chacun en tant que fondement de l'unité du tout. Enfin, le quatrième niveau d'implication psychocognitive et psychosociale est celui de l'enrichissement transfrontalier et de la complémentarité universelle. Son impact éthique consacre l'espace transfrontalier en tant qu'espace de l'être et espace culturel. Les transformations des matrices par le développement des stylistiques dans le bassin méditerranéen constituent dans ce cadre un cas d'étude de cet enrichissement et de cette complémentarité fusionnant les territorialités immatérielles de la pensée créative et de la spécificité culturelle
et la territorialité matérielle d'une méditerranéité productrice et réceptrice à travers les âges. Les stylistiques renferment la charge de leur portée sociale. La musique est à ce titre telle l'énergie solaire que renferme une résistance. Elle porte cette contenance matricielle susceptible de rendre présente une territorialité affective et spirituelle à travers son activation créative. Au-delà de son enjeu artistique, la transmission des réservoirs culturels à travers l'enseignement musical relève dès lors d'un enjeu social, celui de la perdurance de la valeur suggestive du musical en tant que véhicule des 4 niveaux d'implication psychocognitive et psychosociale que sont l'action musicale en tant que créativité individuelle impliquant une force collective, l'impact social ou impact de la spécificité individuelle sur la complémentarité collective, l'empreinte civilisationnelle en tant que fusion de la diversité individuelle dans l'unité du tout, et enfin l'enrichissement transfrontalier comme consécration de la complémentarité universelle. Je vous remercie et j'espère que vous m'avez bien entendu. Merci beaucoup, Ferial, pour cette excellente présentation. Je voudrais voir s'il y a des questions. Bon, Madame Elvira Blatico avait un problème de connexion, donc je ne sais pas si on va pouvoir le résoudre immédiatement pour qu'elle puisse être avec nous. Je vais lui envoyer tout de suite la conduite à tenir, mais nous allons quand même continuer la session. Y a-t-il des questions parmi les collègues? En tout cas, cette communication était très riche et s'inscrit pleinement dans notre problématique et elle a enrichi beaucoup les débats. J'aurais une question générale, mais que la communication que nous venons d'entendre mettait fortement en lumière, c'est la question de l'œuvre. Feriel nous disait qu'il s'agit je devrais revoir les notes que j'avais prises, mais de réaliser des œuvres, de les réaliser avec une empreinte individuelle, et elle parle d'œuvres interprétées. Alors, je m'interroge sur ce que représente une œuvre dans le cas de la modalité qui est essentiellement une tradition orale. C'est très très différent de ce qui se passe en Occident où on a un répertoire d'œuvres qui est totalement figé dans des partitions. Ici, on rejoue les mêmes œuvres. C'est un aspect de la modalité qui m'a toujours frappé et interrogé. On rejoue la même œuvre de façon différente. C'est ça l'empreinte individuelle. Donc il y a effectivement quelque chose qui est constant et puis quelque chose qui est propre à chaque interprétation et à chaque exécution. Et je pense qu'il faut réfléchir plus profondément à cet aspect, parce que pour comprendre ce qu'est réellement la modalité, il faut éclairer cela. En tout cas, moi, je ne vois pas tout à fait clairement. Voilà, je ne sais pas si Feriel a des choses à ajouter sur ce point. Justement, c'est le point central de la question, c'est que, j'emploie justement le terme de pensée matricielle générative, c'est que finalement, ce qui est important à noter, c'est que l'esprit même, la philosophie même, l'âme de la musique modale, c'est d'être justement fondée sur cette question de la modularité de tout, en fait. Tout est modulable, tout est différenciable, tout est ouvert à contenir la différenciation individuelle, tout en étant profondément marqué par l'unité du tout social, c'est-à-dire en fait par le fait que l'œuvre est considérée comme porteuse de la tradition, et pourtant, dès sa création, elle porte en elle-même les conditions de sa modification. Et par conséquent, c'est cette alliance qui est particulièrement intéressante dans la définition même de ce qu'est l'œuvre, comme vous venez de le dire, cette alliance entre justement une entité qui est définie en tant que telle, dans sa finitude d'œuvre, entre guillemets, mais qui en même temps est d'emblée, dès le départ,
porté à être modifié, donc à être métamorphosé en quelque sorte à un certain degré, à différents degrés selon l'œuvre, selon le genre où on se situe, etc. Mais qui donc porte en elle les conditions mêmes de sa métamorphose. Ce qui est justement sur un plan psychocognitif, sur le plan aussi des conséquences qu'induit ce type de pensée, particulièrement riche en réflexion sur ce qu'elle comporte, même sur le plan de la philosophie même d'une créativité qui consacre l'unité du tout en la différenciation essentielle. Est-ce que c'est une propriété de la modalité ou est-ce que c'est une propriété de ce qu'on appelle un peu improprement la tradition orale? Je pense au jazz. Un musicien de jazz joue une pièce qui a un titre, qui existe déjà, mais il la joue profondément différemment de ce qu'on a joué avant lui. Et donc, c'est un peu le même phénomène que celui qu'on constate dans la musique modale. À la fois, on joue une œuvre qui existe déjà, mais on en fait une œuvre profondément nouvelle. Et donc, je ne suis pas tout à fait sûr que cela soit une propriété exclusive de la modalité. Encore une fois, je pense que ça tient plutôt à ce qu'on appelle encore très improprement l'oralité, qui est à la fois donc. Et je pense que la modalité, malgré tout, est en effet un modèle. Elle s'offre comme un modèle, et ça soulève évidemment toutes les questions de la modélisation informatique et de l'intelligence artificielle qui doit jouer sur ce modèle préexistant et sur sa réalisation concrète. Mais encore une fois, je me pose la question de savoir si c'est propre à la modalité ou si c'est propre à une certaine forme d'oralité. Ce sont les deux, en fait. L'oralité est une méthode de transmission de ces éléments qui sont, en fait, dans le genre même, sachant que ce qui fait la différence, peut-être, c'est ce degré d'élasticité. Donc, ce degré de malléabilité, ce degré de métamorphose que peut comporter l'œuvre, c'est-à-dire jusqu'où peut aller l'interprète. Et dans le cadre de la modalité, l'interprète peut aller très loin dans la métamorphose, c'est-à-dire qu'il peut aller très loin jusqu'à l'adjonction de sections, jusqu'à la modification mélodico-rythmique, etc. Donc c'est également un degré d'élasticité de l'œuvre. Oui. Bon, on va pas prolonger cette discussion, mais il faudra revenir parce que c'est une question fondamentale. Et je me souviens d'un séminaire à Paris avec le regretté Georges Molinier, qui est un littéraire, un stylisticien, et nous discutions de la réalité d'une symphonie de Brahms. Et lui considérait que chaque enregistrement de la symphonie est une autre œuvre. Et donc c'est le même problème en fin de compte. Je pense que c'est un peu exagéré de dire cela à propos de Brahms et à propos de musique occidentale, mais quand même, c'est la même question qui se pose. Est-ce qu'on peut renouveler une œuvre, etc. Donc, merci d'avoir soulevé cette question que je trouve extrêmement importante et intéressante. Voilà, arrêtons là. Merci Nicolas Meïus. En fait, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet encore, mais je pense que Ferial a répondu partiellement ou totalement à votre questionnement. Mais on pourrait parler en fait, de précomposition et d'improvisation. Donc, il y a une œuvre qui est précomposée dans certains cas, et cette précomposition est sujette à interprétation en cours de route, donc sur le vif.
Et il y a d'autres séquences également qui sont improvisées complètement ou presque complètement au moment de l'action, de la performance ou de l'interprétation. Et donc, il y a ces différentes possibilités. Et donc, l'œuvre, dans ce cas d'une improvisation totale, il y a une œuvre qui est assumée par le musicien improvisateur, qu'il soit chanteur ou instrumentiste. À ce moment-là, oui, il y a une œuvre qui se crée à ce moment-là quand c'est complètement improvisé, mais sur des règles grammaticales préexistantes. Mais par ailleurs, il y a le fait de rajouter soit simplement des ornements, soit rajouter des phrases à un schéma qui est déjà existant. Par exemple, en responsorial, il y a beaucoup de formes de ce type-là dans les traditions monodiques modales, donc de la Méditerranée tout au moins. Et à ce moment-là, ces rajouts sont faits sur le vif, donc en temps réel. Et à ce moment-là, ces rajouts-là sont quelque part l'œuvre des interprètes. Mais donc oui, on revisite en permanence les précompositions. À ce moment-là, l'œuvre se fait sur le vif, tout en sachant qu'il y a peut-être 30%, 50%, 60% qui est précomposé et le reste est improvisé. Donc, c'est une réalité qui est difficilement cernable d'une manière complètement totale en parlant d'œuvre. Est-ce que l'œuvre est avant ou pendant le moment de l'interprétation, de passage à l'acte? Une question très, très ouverte, à mon avis. Si je peux me permettre. Bien sûr, Frédéric. Si je peux me permettre, parce que le débat est très, très intéressant. Alors moi, j'aurais envie de dire à Nicolas que pour moi, c'est plutôt lié effectivement à la modalité, et j'ai l'impression que l'entrée dans la tonalité, c'est aussi progressivement des règles qui permettent au compositeur d'essayer de limiter les interventions sur son œuvre. Et que dans le débat, il y a à tenir compte de la revendication du compositeur. Progressivement, on le voit dans les cadences après des concertos qui sont complètement écrites, on voit dans les airs d'opéra qui sont de plus en plus écrits, d'essayer de limiter peut-être la part de, pas d'improvisation, mais en tout cas d'intervention des interprètes. Et on voit pour le jazz comme pour la musique médiévale, etc., on voit que par rapport dans la musique traditionnelle méditerranéenne, on voit bien que par rapport à la modalité, c'est pas du tout le même point de vue. Voilà. Donc j'ai presque l'impression que quand même la tonalité amène une autre chose, sachant bien sûr, je pense que Nicolas va le dire tout de suite, sachant bien sûr que les interprètes ont quand même une marge de manœuvre énorme dans la musique tonale, hein, bien sûr. Mais on a quand même une impression que le compositeur cherche à limiter ses interventions de l'interprète. Hein, et on voit bien dans les partitions de plus en plus d'indications qui limitent un peu les pouvoirs possibles de l'interprète. Oui, alors le fait que, en fait, dans les traditions monodiques modales, en fait, dans leur évolution et dans les usages qui sont faits au XXe siècle dans une optique un peu moderniste, c'est précisément ça, c'est que les gens veulent limiter le travail des interprètes, donc limiter la marge improvisative, et ça, on pourrait dire, sur le plan sémiotique, c'est quelque chose, c'est un signe en faveur d'une certaine modernité fétichisante et disons frigorifiante, parce qu'elle veut frigorifier l'œuvre et la placer dans le congélateur. Et donc, alors que dans les traditions vivantes qui ont un caractère herméneutique, un caractère interprétatif, on trouve plutôt le signe d'une vivacité, d'une vitalité, c'est dans la marge qui est laissée à l'interprétation. Et je pense que le mouvement de revivification des musiques anciennes en Occident, que ce soit pour la musique baroque, la musique de la Renaissance, la musique médiévale, va complètement dans ce sens-là, c'est redonner une place à l'interprète pour qu'il puisse refaire vivre cette marche qui lui est laissée. Et je pense que la quête de l'authenticité, que ce soit du côté des musiques monodiques modales artistiques ou que ce soit du côté des musiques polyphoniques occidentales, anciennes,
quand on est en face à ces interprétations, donc l'attitude est plutôt d'aller vers cette herméneutique, vers cette interprétation et ce changement qui n'est pas arbitraire, mais c'est une grammaire qui fonctionne à tout instant. Et il y a une grammaire qui est employée par le compositeur, mais cette grammaire est activée également au moment de l'interprétation par l'interprète. Je pense que, et là, il y a une très grande conjonction, une grande convergence entre les interprètes de la musique ancienne en Occident et les interprètes traditionnels dans le monde oriental. Pardonnez-moi cette interprétation. Je pense que c'est tout à fait vrai. Je dirais seulement à Frédéric Billiet que je ne crois pas que ce phénomène soit lié à la tonalité. Une fois de plus, la musique baroque est parfaitement tonale et néanmoins, comme Nida Aboumrad vient de nous le dire, elle a une pratique un peu différente. C'est un processus qui commence bien avant la musique baroque, c'est en fait l'écriture, c'est le fait de produire de plus en plus de la musique écrite qui limite de plus en plus ce qu'on appelle improprement l'improvisation, parce qu'en fait, il n'y a pas d'improvisation absolue. Je pense que l'intérêt de la modalité, c'est qu'elle offre un cadre à l'improvisation. Je pense que c'est entre autres ce que Feriel Bouhadiba nous expliquait, c'est que on a un modèle, enfin, en fait, c'est même pas un modèle, c'est un cadre, je pense. Mais quand je disais que ce phénomène n'est peut-être pas propre à la modalité, je pensais plutôt à la musique d'Extrême-Orient, par exemple, qui n'est pas modale, mais qui néanmoins fonctionne de la même manière sur des processus de recréation d'œuvres ou de renouvellement d'œuvres. Je pense que c'est ce qui se passe en Afrique, je pense que c'est vraiment ce qui se passe dans le jazz, et c'est ce qui se passe en effet pour une large part dans la musique baroque. Donc ce sont des phénomènes extrêmement intéressants auxquels fait exception seulement la musique profondément écrite de l'Occident, et donc en particulier à partir du 19e siècle, où on commence à penser que la partition est la vérité. Même Schenker s'est beaucoup opposé à cela et dit que la partition n'indique pas comment il faut interpréter, qu'elle indique seulement des intentions du compositeur. Enfin, ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce que c'est réellement qu'une partition? Mais il faut bien voir que ça, c'est une particularité de la musique occidentale, c'est peut-être pas sa meilleure particularité, d'ailleurs. Et peut-être par rapport à la... Pardon. Non. Et peut-être par rapport à la partition, Nicolas, c'est peut-être aussi la place de l'artiste dans la société. C'est-à-dire, en fait, c'est pas seulement pour la musique, on le voit pour l'architecture, on le voit pour la littérature, etc. Progressivement, et puis les droits d'auteur, et puis aussi la protection de l'œuvre, etc. Donc, c'est aussi tout un mouvement social qui cherche à garantir, j'allais dire, à préserver l'œuvre. En manière générale, qu'on a vu monter dans nos sociétés, en fait. Je pense que nous sommes tout à fait d'accord sur ces quelques réflexions. Je pense que ça converge parfaitement. Donc la question n'est pas sur une dialectique entre modalité et tonalité, mais c'est entre attitude de ce dosage entre interprète et compositeur sur le plan de la mise en action de la musique. Je pense qu'il faudrait que nous passions maintenant au prochain intervenant. Donc je vais présenter tout de suite. C'est M. Rachid Sherif, qui est maître assistant en musique et musicologie à l'Institut supérieur de musique de l'Université de Sousse, en Tunisie. Il est docteur en esthétique, sciences et technologies des arts, spécialité musique, de l'Université Paris 8. Auteur d'un livre sur la mémoire musicale de la région du Kef. Et donc, sa communication est intitulée « La musique populaire tunisienne et la question de l'apprentissage ». Voilà, la parole est à vous, M. Sherif. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Nous vous entendons parfaitement, merci. Ah, parfait. Je ne sais pas si je peux partager mon fichier Allez-y. Allez-y, faites le partage. Je ne sais pas comment faire. En attendant, est-ce que Feriel Bouhadiba aurait souhaité rajouter quelque chose? Feriel, on profite de ce moment. Je vous écoute. À vous, Je vous écoute.
parce que vous avez peut-être envie de rajouter quelque chose à la discussion que nous avons eu à l'instant. J'ai trouvé particulièrement intéressante l'idée de Frédéric Billet qui, donc, à propos de la question du développement social, des droits d'auteur, et donc du fait que finalement, il y a aussi un cheminement qui est celui du positionnement de l'œuvre dans la société, qui fait aussi, qui a un impact sur la modification d'une vision générale de la société sur l'artiste, et par conséquent qui a un impact sur l'artiste lui-même, et donc sur l'œuvre et sur l'évolution historique d'un genre. Et effectivement, y compris dans les musiques modales, le champ d'action de la modification induite par l'interprétation modale a effectivement également diminué. Et cette diminution est également tributaire de l'évolution sociale, l'évolution bien sûr entre guillemets sans aucun jugement, mais simplement du présent social, de ce qui fait que le positionnement du compositeur en tant que garant de son œuvre fait que il y a de plus en plus de volonté qu'il y ait un minimum d'action finalement sur l'œuvre. Donc ça aussi, c'est tout à fait exact. La parole est à vous. Oui, voilà, bonjour. Je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce colloque. Dans cette communication, je vais traiter la musique populaire tunisienne et la question d'apprentissage. La musique populaire tunisienne est fondée essentiellement sur une tradition vivante qui a joué un rôle considérable dans l'élaboration de la mémoire musicale, de même que dans la préservation du patrimoine et son enrichissement contenu. Or, le processus transmissif et d'apprentissage traditionnel, en se basant sur l'oralité et en prenant en compte l'expression individuelle, peut donner lieu à des déperditions et à des déformations. En fait, la diffusion de cette musique était assurée à l'origine par des musiciens qui entonnaient eux-mêmes les chansons dans les festivités privées telles que les fêtes de mariage et des festivités publiques telles que les festivals. Pardonnez-moi de juste vous interrompre. Si vous pouviez vous rapprocher un tout petit peu pour qu'on vous entende un peu mieux, et surtout, et puis appuyer sur en bas à droite sur le PowerPoint pour que nous puissions voir le diaporama, s'il vous plaît. Ce sera mieux. D'accord. L'avènement de l'ère discographique, puis de l'ère radiophonique, a favorisé l'émergence d'un processus médiatisé de la diffusion et de la transmission de cette musique, désormais enregistrée. Aujourd'hui, la diffusion est massive et se fait par le biais du disque compact, des ondes radiophoniques et télévisées et de la toile électronique. La mondialisation a, en outre, initié de nombreuses évolutions esthétiques et systémiques dans la production de la musique populaire, initialement strictement traditionnelle. Ce processus est accentué par la circulation de musique multinationale. L'objet de cette communication est de présenter l'évolution de la musique populaire tunisienne allant de ces canaux transmissifs qui renvoient à différents contextes, dont celui de la tradition orale et de la question de l'apprentissage au sens large, et celui de la médiatisation technologique de cette transmission. La société tunisienne a pu sauvegarder des pans essentiels du patrimoine national et enclencher un renouveau de la création culturelle et artistique, d'abord dans des formes originales et ensuite en les modernisant. Ce patrimoine, dont la musique populaire fait partie essentielle, assure plutôt à la Tunisie d'aujourd'hui l'image d'une nation enracinée dans l'histoire et forme une richesse qui présente une source intéressable en termes d'inspiration et de créativité. Les Tunisiens accordent une grande importance à la musique populaire qui est faite d'une extraordinaire diversité de styles et de répertoires. Cette musique a pris sa place légitime dans le paysage musical tunisien puisqu'elle est consommée par un large public et interprétée par la majorité des formations musicales dans des formes fondamentales ou avec de nouveaux arrangements
et nous verrons si l'on peut alors parler d'une authenticité et ou d'une modernité. En l'occurrence, et à l'image de la société contemporaine tunisienne, la musique populaire a connu de nombreuses évolutions esthétiques et fondamentales, ne serait-ce que par le phénomène de la mondialisation. Cela dit, la musique populaire se nourrit de nombreuses traditions musicales et se définit avant tout comme la musique la plus consommée en Tunisie. Sa diffusion est telle qu'on peut en trouver les traces dans la plupart des groupes sociaux. À l'heure actuelle, peu de groupes sociaux, quelle que soit leur tradition, n'y ont pas accès d'une façon ou d'une autre. Par ailleurs, les interactions avec les traditions musicales du pays mènent à la quête de styles authentiques en utilisant le processus du métissage qui transforme les données signifiantes et interfère avec les régulations inhérentes au système grammatical autochtone en y intégrant des éléments et des normes systémiques allochtones. La question qui se pose alors est, s'agit-il bien là du clivage tradition-modernité? Il n'y a aucun doute que pour les anciens, il s'agit bien de cela. Il faudrait évidemment pouvoir préciser le sens que les anciens prêtaient au concept de modernité. Cette opposition pouvait s'exprimer simplement par des contrastes formels, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Or, il semble bien qu'elle soit rapportée à la temporalité. Dans leur système, le bon, la perfection, c'est l'ancien, car ce qui reste, c'est le meilleur, l'authentique, le vrai. La tradition est donc synonyme de qualité, de perfection et d'équilibre. Si l'authenticité est indébutablement un critère essentiel dans l'estimation des musiques traditionnelles, il est très difficile d'estimer sans préjugés ni implication personnelle les critères d'authenticité. Selon Jean-Jacques Natier, il n'y a pas d'une part l'œuvre ou le style et de l'autre l'interprétation qui en transmettrait la vérité, mais des réalités plurielles dans lesquelles le jugement d'authenticité puise des éléments pertinents à partir desquels il construit la relation qui le forme. Fin de citation. En fait, seuls les tenants de la tradition sont capables de se prononcer. L'usage affirmé par le temps est un des rares critères qui peut être essentiel pour établir ou définir avec précision l'authenticité d'une musique traditionnelle. Bien qu'elle soit un phénomène d'une ampleur planétaire, la modernisation fait subir de manière inégale des changements au pays et aux régions. En Tunisie, les régions de l'intérieur sont en effet moins touchées par cet impact. La plupart des artistes tunisiens se mettent en garde contre l'érosion de la musique traditionnelle du pays, provoquée éventuellement par la mondialisation et l'exposition aux cultures et aux musiques étrangères. Aujourd'hui, ce sont les médias, l'évolution technologique, la diffusion du support à l'échelle planétaire, l'extrême mobilité de la population mondiale qui, plus que jamais, exerce une influence majeure sur la musique et les musiciens du monde entier, d'où la peur grandissante chez les adversaires de cette évolution face au pouvoir qu'exercent les maisons de disques internationales sur les musiciens afin qu'ils produisent une musique capable d'être vendue sur l'ensemble de la planète. En effet, l'apparition de nouveaux moyens de diffusion et de nouvelles technologies font développer de nouveaux produits musicaux. L'ère du numérique peut donc faire évoluer la définition même du produit musical dans le sens où les frontières ne sont plus distinctes car une œuvre intègre désormais plusieurs types d'expression et de diffusion. En tout cas, la musique populaire tunisienne n'est pas imperméable à l'évolution qui est à la fois une expression et une réponse aux changements socio-culturels. Et à mesure que la nature des moyens de production et de diffusion dans le domaine musical change, il en va de même pour la musique populaire qui est une forme de communication mettant en relation les musiciens et la société. L'évolution de la musique populaire tunisienne répond donc au mécanisme par
lesquelles les sensibilités se sont imprégnées progressivement de musique étrangère. Et pour marquer la symbiose qui existe entre authenticité et modernité dans la musique populaire tunisienne, au-delà de la diversité des styles, nous signalons que la majorité des pièces dites modernes ont en commun la mise en relief de plusieurs outils référentiels qui marquent d'une manière claire l'appartenance à un discours musical tunisien. La transmission traditionnelle de la musique repose sur l'acquisition de l'audition d'un corpus canonique et sur l'initiation de maîtres à disciples. L'interférence de la modernité sur ce champ incite à l'emploi de nouvelles médiations, notamment l'enregistrement sonore et la partition, et induit des mutations acculturatives occidentalisantes au double niveau de l'énonciation musicale, système et syntaxe, et de la pédagogie. Par ailleurs, l'interprétation d'une musique de tradition orale est une création constamment en mouvance, et quoi qu'il en soit, dans les musiques de tradition orale, les moyens ou techniques d'écriture disponibles ne peuvent déboucher que sur des résultats limités, voire trompeurs, car les partitions nous renseignent plus sur la forme que sur le contenu. Cependant, avec l'enregistrement, les partitions restent toujours valables et d'un intérêt non négligeable pour contribuer à la sauvegarde et faciliter l'apprentissage. En tenant compte des différents moyens de diffusion de la musique dans la société tunisienne, nous pouvons admettre que la musique populaire est omniprésente. Il est vrai que la tradition orale était le leader des moyens traditionnels pour la transmission de celle-ci. Elle a été un garant fidèle avant les mutations phénoménales de la société. En tout cas, nous remarquons un affaiblissement progressif des milieux ruraux qui a des effets sur les meilleurs de la tradition orale et sur de nombreux éléments qui favorisaient l'assimilation et l'imprégnation de tout un corpus. Dans ces cas de figure, le souci de mettre en question l'enseignement des musiques populaires est manifestement justifié. La tâche du pédagogue consiste alors à amener le disciple dans son processus d'apprentissage et de maîtrise de la matière traditionnelle, d'avoir des conditions favorables de répétition et de pratique dans des lieux naturels et face à un public approprié pour concrétiser une synthèse qui conduit l'apprenant à devenir professionnel. Dans ce sens, nous rappelons que le dynamisme de l'imprégnation de la musique populaire était tel dans la société que l'éducation semblait se faire ordinairement. On apprenait à musiquer comme on apprenait à parler. Il est un point qu'il ne faut pas négliger, et que la musique, qu'elle soit intellectuelle et culturelle, ou plutôt de l'ordre du plaisir, du divertissement, d'une vocation rituelle ou du simple écoute, elle traverse l'espace et le temps pour nous amener hors de la banalité du monde. Néanmoins, la transmission du patrimoine et du savoir-faire des musiciens, qui sont en grande majorité des artisans, est le grand embarras de l'enseignement de notre temps. Cela nous engage vers une réflexion sur l'apprentissage de la musique populaire. Le système de la transmission orale est bien confirmé par l'imprégnation et l'imitation et par une bonne part d'improvisation et de créativité. Il faut signaler que tout un corpus musical a été assimilé et transmis de cette manière par beaucoup de musiciens qui sont devenus des maîtres de l'oralité. Ces musiciens font appel à leur mémoire dans l'interprétation et apportent de nouvelles variantes et ornementations que leur sont propres et présentent l'aspect vivant de la tradition en se libérant de la simple copie. Pour les maîtres de l'oralité, le choix de ce qu'ils enseignent est fait spontanément. Il s'agit d'insister sur l'écoute, la bonne intention et la fameuse imitation. Ce n'est pas un savoir théorique qu'il enseigne, mais c'est plutôt la pratique de l'interprétation à travers leur propre savoir, sujet même de la transmission. Nous admettons l'idée selon laquelle l'ouverture à la différence est une richesse préparant le terrain à l'éclosion d'idées et d'œuvres autrement latentes. La pluralité serait donc, elle aussi, bel et bien
une richesse dans la mesure où on ne perd pas de vue l'idéal de l'unité. Ainsi, il ne faudrait pas sous-estimer l'apport des musiques actuelles, notamment celles diffusées par la toile électronique. De même, les valeurs indispensables à une éducation musicale qui devrait prendre en compte les spécificités de la musique populaire doivent privilégier l'oralité comme fondement de l'apprentissage en profitant de l'évolution de tout ce qui est numérique. L'enregistrement est un moyen de sauvegarde par excellence puisqu'il traduit fidèlement la tradition et contribue largement à l'apprentissage. Néanmoins, la rencontre de l'apprenant avec l'enseignant est primordiale. Cet enseignant devrait maîtriser pleinement le domaine qu'il enseigne pour faire en sorte qu'il puisse donner à ses élèves des bases techniques favorables pour l'assimilation et l'interprétation inhérente de tout un corpus riche et diversifié. En guise de conclusion, nous citons Jean Dury qui note que la tradition ne tient pas ses promesses, elle est loin d'être stable, elle change constamment de visage, elle dégénère, elle est rejetée, puis récupérée ou même réinventée. Il serait bien de considérer les nouveaux moyens de diffusion comme des stimulants. Plus qu'à faire concurrence à l'enseignement traditionnel, ils peuvent régler et adapter de manière adéquate en fonction d'une norme ou d'une nécessité et à créer ou à développer le goût d'apprendre. Il importe aussi de chercher à savoir quels seront les effets à long terme et les transformations qu'ils peuvent faire subir. En tout cas, par ces moyens, les musiciens peuvent élargir leur savoir et avoir acquis des connaissances inédites. Cela va sans dire que la nouveauté procure à l'homme un spectacle sonore et visuel et que les nouvelles technologies deviennent des mécanismes conséquents d'une nouvelle forme d'insertion de l'individu dans l'humanité. Merci de votre attention. Merci beaucoup, chers collègues, de cette présentation, de cette communication, voilà, qui a bien mis en valeur tous ces points. Et nous allons passer tout de suite à la présentation de la communication de Madame Lamia Bouhadiba. Voilà, Lamia Bouhadiba est docteur en arts et sciences de l'art de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avocate au barreau de Tunis, spécialisée dans le domaine culturel. Les membres du laboratoire de recherche en culture, nouvelles technologies et développement, le CUNTIC, de l'Université de Tunis, et chercheur associé au Centre de recherche sur les traditions musicales de l'Université Antonine. Donc là, nous sommes dans la pluridisciplinarité. Bien sûr, vous l'aurez deviné que Feriel et Lamia sont sœurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir toutes les deux. Et Lamia, la parole est à vous. Je voudrais vous remercier d'abord pour cette initiative et vous féliciter tous ceux qui ont concouru à sa réussite, au choix du sujet, à toute l'organisation technique. Et je pense que de telles initiatives auront un impact très positif sur les musiques modales, mais également sur la recherche en général. Et je commencerai donc par introduire mon sujet relatif aux monodies, à la modalité aux recherches cognitives et qui pose une interrogation sur l'impact des politiques culturelles sur le devenir des spécificités musicales dans les pays méditerranéens, par dire que le devenir culturel des sociétés est lié à des facteurs sociaux relatifs à l'existence de pratiques culturelles, à la perdurance de ces pratiques, à l'adoption de modes de transmission spécifiques au groupe social, ainsi qu'à la place allouée à la tradition en tant que vecteur des spécificités culturelles du groupe social. Ces facteurs interrogent le rôle culturel de chaque individu en tant que membre d'un groupe social, tout en traduisant la rencontre des membres du groupe autour des notions d'identité et de patrimoine. Car la culture est à la fois un tout indivisible et une réalité fragmentée. Elle est passé et devenir, elle est parole individuelle et imaginaire collectif. À ce rattachement du devenir culturel à l'action des membres de la société, agissant de manière individuelle ou collective, s'ajoute l'influence des choix étatiques. Il s'agit des choix économiques, sociaux, politiques, stratégiques, voire militaires, effectués par chaque État et qui sont susceptibles d'avoir une répercussion sur le réservoir culturel du groupe social qui lui est rattaché.
sur les pratiques en assurant la transmission et sur les mécanismes permettant sa préservation et dans une certaine mesure son renouvellement. Certaines orientations étatiques telles que le déclenchement de conflits armés pourront conduire vers la destruction d'éléments constitutifs de la culture du groupe social. D'autres choix tels que le développement d'un système d'enseignement adapté pourront contribuer à l'enrichissement d'une culture. L'absence de vision stratégique en matière culturelle pourra conduire vers l'annulation de l'effet bénéfique de certains choix. Seule l'élaboration de politiques culturelles prenant en considération les spécificités culturelles de la société et ayant pour objectif la préservation de ces spécificités permettra de réduire l'impact négatif de certains faits historiques conflictuels et de limiter les dangers liés au changement de mode de vie, à la mondialisation, à certaines défaillances dans les mécanismes de transmission, à l'oubli, etc. Cette influence des politiques culturelles sur la préservation des différentes expressions culturelles est particulièrement perceptible lorsqu'il s'agit d'expressions culturelles immatérielles et lorsque ces expressions culturelles portent en elles la marque d'une pensée artistique caractérisée par sa fertilité, par la richesse et par la diversité de ses composantes, autant que par la vulnérabilité de certains de ses éléments constitutifs. Ce constat s'applique aux musiques de tradition monodique modale. Le caractère immatériel du son, les spécificités liées à la modalité et qui exigent la mise en œuvre de mécanismes de transmission orale, ainsi que les menaces qui pèsent sur les cultures liées à l'oralité et dont l'effet de la mondialisation ne constitue qu'un exemple, soulèvent avec acuité la question de l'impact des politiques culturelles sur le devenir des spécificités musicales. Je m'interrogerai donc dans le cadre de cette intervention sur l'influence des politiques culturelles sur la préservation des significations musicales dans les pays méditerranéens inscrits dans cette tradition musicale, dont je cite la Tunisie, le Liban, l'Algérie et l'Égypte. Pour ce faire, je choisirai deux axes principaux, celui de l'impact des politiques culturelles sur la préservation du patrimoine musical dans les pays méditerranéens et celui de l'impact de ces politiques sur le développement de l'enseignement et de recherche cognitive. En ce qui concerne l'impact des politiques culturelles sur la préservation du patrimoine musical dans les pays méditerranéens de tradition monodique modale, je dirais que l'influence du politique sur le culturel est le résultat d'une évolution historique, plaçant les notions de démocratie, de liberté et de patrimoine au cœur des interrogations relatives au rôle de l'État. Longtemps considéré comme un domaine relevant de la liberté individuelle, l'art n'a été approché par les différents mécanismes étatiques que de manière prudente et progressive. Le développement d'un cadre légal destiné à influencer le devenir culturel d'une société en développant un cadre institutionnel susceptible de formuler des politiques culturelles et de les appliquer est relativement récent, puisque le ministère des Affaires culturelles n'a été fondé en France qu'en 1959. Confié à André Malraux, ce ministère avait pour mission, je cite, de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Fin de la citation. Il s'agit du décret du 24 juillet 1959 portant création du ministère de la Culture. Des affaires culturelles pour donner son intitulé exact. En Tunisie, le développement du cadre institutionnel destiné à la culture a été marqué par la création en 1961 du secrétariat d'État aux affaires culturelles et à l'information, puis à la création en novembre 1969 du ministère des Affaires culturelles. Parmi les prérogatives attribuées au secrétariat d'État aux affaires culturelles puis au ministère de la Culture, il y aura la mise en valeur du patrimoine culturel national. Ces mêmes attributions seront confiées en Égypte au ministère de la Culture et de l'Orientation nationale, créé en 1958, et qui évoluera vers la création d'un ministère de la Culture spécifiquement consacré aux affaires culturelles en 1965. Et les mêmes prérogatives seront attribuées au ministère de la Culture libanais, dont l'évolution historique sera marquée par son détachement de l'enseignement supérieur, puisque au départ, il a été créé en tant que ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur, et ce jusqu'au 8 août 2000, date de la scission entre enseignement supérieur et culture. La préservation et la transmission du patrimoine culturel relèvent donc des missions traditionnelles confiées au ministère chargé des affaires culturelles. Il s'agit du rôle premier attribué au ministère des Affaires culturelles dans tous les pays que nous avons cités, mais dans
dans tous les pays en général. Ce rôle a un impact certain sur la préservation du patrimoine musical, les textes fixant les attributions de ces institutions évoquant le patrimoine culturel dans sa globalité, ce qui leur permet d'intervenir dans tous les domaines de la culture, y compris le domaine musical. Or, l'action des ministères chargés de la culture dans les pays méditerranéens cités a permis de contribuer à la préservation d'éléments du patrimoine musical, notamment par le financement de certains projets artistiques intégrant la préservation du patrimoine musical dans leurs objectifs. Par exemple, le financement de spectacles ou le financement de publications. Nous ne pouvons que relever l'absence de stratégie globale visant la préservation et la mise en œuvre du patrimoine musical, ni la création d'administrations chargées de la matière musicale, comme la direction de la musique et de la danse en Tunisie, ni les différentes actions menées par les ministères chargés de la culture n'ont permis d'apporter une protection suffisante à la tradition monodique modale. La disparition de pans entiers de ce patrimoine ainsi que la méconnaissance d'une large partie de ses composantes par les jeunes générations ne font que confirmer ce constat. Cette absence de vision stratégique globale, traduisant l'adoption de politiques culturelles, prenant en considération les spécificités modales du réservoir musical de certaines sociétés méditerranéennes, est perceptible au niveau des textes de loi adoptés. Il n'existe pas dans les pays méditerranéens de tradition monodique modale, de textes juridiques qui traduisent avec force les exigences patrimoniales et qui adoptent un plan destiné à apporter des réponses adaptées à l'urgence de la situation en ce qui concerne la protection des musiques modales. Certes, plusieurs solutions ont été adoptées, plusieurs actions ont été menées, plusieurs institutions ont été créées telles que le Centre des musiques arabes et méditerranéennes créé en Tunisie en 1994, mais ceci relève d'actions ponctuelles qui traduisent des choix politiques et une orientation en faveur de la préservation du patrimoine culturel sans découler d'une politique culturelle inscrite dans la durabilité et traduisant une vision synthétique de l'ensemble des attentes et des spécificités des musiques monodiques modales. Je citerai dans ce qui suit certains éléments de politique culturelle, traduisant l'existence d'une action étatique en faveur du patrimoine musical, mais au sujet desquels je soulignerai l'insuffisance de cette action lorsqu'il s'agit de protéger les musiques monodiques modales. Je citerai en premier lieu l'adoption de politiques nationales orientées vers les questions liées au développement économique. Ceci a notamment conduit dans certains pays tels que la Tunisie vers l'encouragement du tourisme de masse au détriment du tourisme. Bien que le mouvement touristique soit de nature à créer des manifestations susceptibles de mettre en valeur le patrimoine musical national, force est de constater que ceci a également mis en danger le patrimoine musical et a même conduit vers son appauvrissement par un phénomène de florisation d'éléments de ce patrimoine destiné à un public de touristes non initiés à la culture du pays. Je citerai en second lieu l'action privilégiée des politiques culturelles des pays méditerranéens en faveur du patrimoine culturel matériel, et particulièrement en faveur du patrimoine archéologique. En Tunisie, au Liban, comme en Égypte, des structures administratives ont été spécifiquement dédiées à l'archéologie et ce dès la création des ministères de la Culture ou avant même cette création. Ceci est justifié par la richesse du patrimoine archéologique qui présente lui aussi plusieurs aspects de vulnérabilité. Cette protection des sites archéologiques s'est répercutée positivement, dans une certaine mesure, sur le patrimoine musical et ce à travers les festivals organisés sur des sites archéologiques. Le développement des festivals permet la préservation et la transmission d'éléments du patrimoine musical tout en mettant en valeur et en contribuant à la préservation du patrimoine culturel archéologique immobilier. L'exemple nous en est donné à travers le festival et le Festival international de Carthage en Tunisie. La difficulté en matière de politique culturelle sera alors de concilier entre préservation du patrimoine archéologique mis en danger par l'affluence du public au cours des festivals et préservation du patrimoine musical souvent mis en danger par les choix des organisateurs des festivals qui privilégient parfois les spectacles destinés à un large public orienté vers des musiques marquées par le sceau de la mondialisation, à ceux qui touchent un public plus restreint, mais plus sensible aux spécificités patrimoniales. Je citerai en troisième lieu le développement du cadre législatif en faveur de la création artistique. Si l'intérêt de ces législations est indéniable pour les artistes et si nous aspirons à un développement du cadre légal assurant la protection des droits d'auteur et des droits voisins, il convient de préciser que l'impact de ces législations sur le patrimoine musical n'a pas toujours été celui escompté.
Le problème ne se situe parfois pas dans la législation, mais au niveau de sa compréhension et de son application. Plusieurs artistes ont ainsi repris des chansons populaires, les ont enregistrées, les ont transformées, se les ont appropriées dans une confusion volontaire ou involontaire entre droit de l'auteur d'une œuvre et droit de l'interprète sur cette même œuvre. Ainsi, si l'article 7 de la loi tunisienne du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique existe bel et bien et apporte une protection au folklore musical, en exigeant l'obtention d'autorisation et le paiement de droits pour son interprétation, cet article reste très peu appliqué, les artistes estimant qu'ils ont le droit d'interpréter et de revisiter librement leur patrimoine. Par ailleurs, l'encouragement de l'industrie cinématographique en Égypte, par exemple, et le développement de l'industrie du disque au Liban, par exemple aussi, ont permis de protéger certains éléments du patrimoine musical, mais ont également conduit à la dénaturation d'autres éléments confiés aux exigences de la mondialisation et de la réussite financière. L'effet de ces politiques adoptant une vision partielle de la culture et ayant un impact positif sur certains éléments du patrimoine musical et destructeur sur d'autres pourrait être corrigé par l'adoption de certaines mesures et par des initiatives reflétant une vision plus globale des exigences patrimoniales en matière musicale. Parmi les stratégies à adopter pour développer des politiques culturelles susceptibles de prendre en considération les spécificités modales, je proposerai les éléments suivants. Il conviendrait d'abord d'établir un dialogue national dans les pays de tradition monodique modale sous forme de consultation autour des exigences du patrimoine musical. Il s'agirait d'un état des lieux et d'une stratégie nationale en vue de sauvegarder les spécificités de la musique modale. Cette feuille de route serait un éclairage important pour l'élaboration des politiques culturelles et permettrait aux musicologues et aux musiciens d'intervenir d'une manière directe et efficace sur ces politiques généralement élaborées par des cadres administratifs et par des juristes peu connaisseurs des particularités des musiques modales. En Tunisie, l'expérience d'une consultation nationale sur la musique sous forme de table ronde, ouverte à la participation d'un public de musiciens, a été menée par le ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine entre le 1er octobre 2006 et le 27 mars 2007. Des recommandations ont bien été formulées dans le cadre de cette consultation, mais elles n'ont pas pu avoir un impact suffisant sur la matière musicale. Leur impact a été restreint, ponctuel, notamment par des recommandations sur l'adoption des droits voisins de droits d'auteur, ce qui a été fait ultérieurement à cette consultation. Certes, la nomination de 3 musicologues, Sonia Mbarak, Mourad Sakli et Mohamed Zine El-Habitine à la tête du ministère des Affaires culturelles de façon quasi successive, a permis d'adopter des mesures susceptibles de favoriser la préservation du patrimoine musical, dont la création de la Cité de la Culture durant le mandat de Mohamed Zine El-Habitine, mais s'il est important de souligner que la politique culturelle ne saurait conduire vers une action efficace en faveur d'un patrimoine aussi vulnérable que diversifié que si elle s'inscrit dans la durée. Les changements de politique au gré des changements de gouvernement ne font qu'accroître la vulnérabilité de ce patrimoine. Il conviendrait ensuite d'encourager les associations œuvrant dans le domaine culturel. Ces associations ont pour avantage d'avoir un accès facile aux composantes du patrimoine. L'État pourrait les encourager à travers une contribution au financement de leurs activités, par exemple. Ce rôle est important dans un contexte de pandémie et pourrait permettre donc aux associations de mener des actions, notamment à travers l'outil Internet. L'importance du tissu associatif est à souligner dans des pays comme la Tunisie et le Liban, où la tendance des sociétés vers la promotion des initiatives privées, tant sur le plan des investissements économiques que des actions citoyennes, est nettement perceptible. Il est important, par ailleurs, de souligner l'importance de la préservation du patrimoine cultuel. Ce patrimoine comprend plusieurs composantes du patrimoine musical. Dans les pays méditerranéens de tradition monodique modale, le patrimoine cultuel constitue un réservoir important de modes, de chants, de pratiques instrumentales, d'instruments de musique, etc. La préservation des lieux de culte est à ce titre primordiale, mais aussi la connaissance des répertoires musicaux qui leur sont associés. À ce constat, nous ajoutons celui de l'insuffisance des législations consacrées à la préservation du patrimoine immatériel. Ni la Tunisie, ni le Liban, ni l'Égypte ne comprennent de dispositif légal constituant un cadre juridique permettant une protection des différentes composantes du patrimoine culturel immatériel, dont les composantes musicales. Les règles de loi disparates existent dans certains pays,
tel que l'article 7 de la loi tunisienne de 1994, mais c'est une protection ponctuelle et insuffisante qui ne témoigne pas d'une politique culturelle spécifiquement orientée vers la protection du patrimoine immatériel. Seule l'Algérie dispose d'un cadre juridique un peu plus développé par la loi du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, qui comprend des règles spécifiquement consacrées au patrimoine culturel immatériel. En citant le patrimoine culturel, ceci me permet de faire la jonction avec l'impact des politiques culturelles sur le développement de l'enseignement et des recherches cognitives dans les pays méditerranéens de tradition monédique modale. Cet impact est certain, sachant qu'il s'agit souvent d'un patrimoine méconnu, d'un patrimoine dispersé, d'un patrimoine sur la voie de l'oubli et de la dénaturation. Créer donc des structures qui seraient à même de développer l'enseignement et les recherches cognitives dans le domaine musical, notamment la matière musicale qui existe, qui est liée aux pratiques cultuelles, est importante dans les pays méditerranéens. Ceci dépend notamment des constitutions des différents États et de la reconnaissance au sein de ces constitutions des droits culturels et du droit à l'enseignement et à l'accès à la connaissance en tant que droit de l'homme. Droit à la culture et donc droit à l'enseignement sont des éléments incontournables pour permettre un développement nécessaire et l'adoption de politiques stratégiques dans le domaine de la connaissance et de la diffusion du patrimoine musical. La démocratisation de la culture et la délocalisation de l'enseignement sont également des éléments incontournables. L'impact des politiques culturelles sur le développement de l'enseignement et des recherches cognitives dans le domaine musical est également lié à la répartition du rôle de l'État et du secteur privé dans les domaines éducatifs et culturels. Le développement des conservatoires de musique publics et privés et des universités publiques et privées dédiées à l'enseignement de la musique et de la musicologie relève de choix politiques et stratégiques en termes à la fois d'enseignement et de préservation du patrimoine musical. Il est important de souligner que l'enseignement et l'éducation ne suffisent pas en tant que transmission